Mesdames et messieurs, bonsoir et encore une fois de plus, merci pour votre fidélité constante à Bizia TV. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Noufou Kanazoué. M. Kanazoué est le manager général de Burkina Conseil et GRH. Il est conseiller en création d'entreprises et à nos jours, il comptabilise l'accompagnement de plus de 200 entreprises pour la création, mais aussi bien pour la gestion. Il est par ailleurs formateur dans une vingtaine de domaines. Bonsoir M. Kanazoué et merci encore une fois de plus pour l'honneur que vous nous faites d'honorer notre invitation. Bonsoir M. Diendéré. Pour moi, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi aussi d'être présent sur ce plateau. Merci à vous. Merci. Pour commencer, qu'est-ce qu'un entrepreneur pour vous? Pour moi, simplement, je dirais qu'un entrepreneur, c'est toute personne qui se donne pour mission de répondre à des besoins insatisfaits ou mal satisfaits. Tout simplement. D'accord. Maintenant, de plus en plus dans les différentes politiques, on a l'impression que tout le monde doit entreprendre. Déjà, on assiste à des programmes qui sont mis en place pour accompagner beaucoup de jeunes et tout. Est-ce que vous pensez que tout le monde peut entreprendre? Malheureusement, tout le monde ne peut pas entreprendre parce que tout le monde n'a pas cette capacité d'avoir une lecture de son environnement et de dénicher des opportunités d'affaires. Tout le monde ne peut pas entreprendre pour moi. Alors, en allant sur cette base, quelles sont les caractéristiques qu'un porteur du projet doit avoir pour pouvoir réussir le lancement de son entreprise? D'abord, qu'il soit un visionnaire et que de cette vision naisse une idée de projet qui corresponde à des besoins insatisfaits ou mal satisfaits. Et ensuite, qu'il ait le sens du risque. Parce que entreprendre, c'est prendre des risques. C'est être capable d'hypothéquer le seul bien que vous avez sur la simple idée que vous allez réussir pour vous engager. Donc, il faut le risque pour entreprendre. Bon, naturellement, qui dit quelqu'un de risqué, dit quelqu'un de courageux. Parce qu'il y a trop d'embûches. Trop d'embûches qu'il faut relever. Que je vais appeler des défis à relever. Et enfin, un élément important pour moi, il faut être passionné. D'accord. C'est la seule chose qui vous permettra de sourire quand les autres pleureront. Vous avez cité 4 choses principales. Vous avez parlé de l'idée, vous avez parlé de la vision, vous avez parlé du courage et vous avez parlé du risque. Vous n'avez pas parlé des finances. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup de jeunes qu'on approche, la première difficulté, le problème qui décèle dans le fait qu'on n'arrive pas à créer son entreprise, c'est parce qu'il n'y a pas de finances. Je sais personnellement que vous avez créé Burkina Conseil et GRH à 0 francs. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là qui attendent de l'argent avant de pouvoir créer leur entreprise? Qui vont attendre pendant longtemps parce que de plus en plus, ils sont nombreux et l'offre est moindre. À ces jeunes, je dirais de compter d'abord sur eux. En eux, ils ont d'abord la première ressource pour entreprendre. Et pour avoir cette ressource, il faut faire une interrogation sur soi. Quelles sont mes forces? De quoi je dispose comme atout et qui peut me permettre d'être utile? La notion d'utilité que nous devons être pour les autres, c'est cette notion qui est primordiale. Donc ce n'est pas forcément je veux être milliardaire, je veux avoir 100 millions qui doit conduire les gens, mais c'est d'être utile à sa communauté et aux personnes. Il faut être utile à sa communauté et aux personnes qui vivent autour de nous. Et dans cette utilité, les gens vous solliciteront en payant parce qu'ils sont obligés de le faire. L'argent pour moi en entrepreneuriat, c'est à la fin. Mais n'oubliez pas l'itinéraire pour atteindre. Mais quand vous commencez déjà à voir la fin en oubliant l'itinéraire, beaucoup restent au début. Ils ne font pas le premier pas. Qui n'ont qu'à arrêter d'attendre ce financement et de s'engager en disant que il y a une mission, c'est de répondre aux besoins satisfaits ou insatisfaits. Il y a un deuxième engagement, c'est de se sentir utile en agissant. À partir de ce moment, ils comprendront que
Le financement, c'est après. Comment vous-même vous avez fait personnellement pour lancer votre entreprise à 0 francs? À 0 francs, je dirais que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance quand j'ai lancé mon entreprise parce que tout juste à mon installation, j'ai eu cette occasion d'avoir une grande dame que je citerai, Nadine Balkouma, qui m'a accueilli dans ses locaux. Moyennant échange marchandises, je suivais sa comptabilité. Elle m'a accordé un local. J'avais un bureau sur Kwame Nkrumah, sur l'avenue le plus chic de Ouagadougou. Absolument. Grâce à cette dame, en faisant des échanges marchandises, je n'avais plus de charge de loyer, je n'avais pas de charge d'électricité, je n'avais pas de charge d'eau. J'avais un bureau équipé par ses soins. À partir de ce moment, je me suis dit que le reste m'appartenait de rendre ce service d'utilité aux autres entreprises par les accompagnements, par les conseils plutôt, parce que notre mission dans ce domaine, c'est de faciliter la prise de décision. Le conseil, c'est faciliter une prise de décision. C'est tout. Dès lors que vous arrivez à répondre à cette attente, vous êtes sûr que les factures seront payées. Autrement dit, pour récapituler ce que vous avez dit, pour pouvoir lancer son entreprise à 0 francs, l'une des astuces qu'on peut utiliser, c'est de développer un certain nombre de capacités, de faire en sorte de rendre service et de pouvoir faire un échange de marchandises avec un certain nombre de personnes. Naturellement. Merci. Naturellement. Merci. Naturellement. De plus en plus, nous voyons certains États africains, certains pays qui ont développé des programmes d'accompagnement de jeunes et de financement de jeunes. Qu'est-ce que vous pensez de ces programmes? Parce que finalement, lorsqu'on regarde, apparemment, il y a de l'impréparation dans certaines des choses. Il y a des jeunes qui reçoivent l'argent, qui ne font pas ce pourquoi est-ce qu'ils avaient demandé les financements et tout. Qu'est-ce que vous pensez de cette politique qui est actuellement en cours? À mon avis, c'est une bonne initiative. Mais comme vous l'avez dit, elle est mal préparée. Parce que pour moi, la mission d'un État n'est pas de financer. Pour moi, dans le contexte que nous vivons, l'État organise l'environnement et les structures habilitées à faire le financement financent avec une obligation de résultat. Je prends un exemple. Vous avez un État qui dit qu'il a injecté 20 milliards pour le financement des entreprises des jeunes. Normalement, ça doit répondre aux soucis de lutte contre le chômage. Ça doit répondre aux soucis de l'opérationnalisation des jeunes. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est l'État qui finance, avec des fonctionnaires qui veulent former des jeunes à l'entrepreneuriat. Des fonctionnaires qui n'ont pas forcément l'expérience en entrepreneuriat. Ils ne l'ont pas parce qu'ils n'ont pas la capacité d'être entrepreneurs, sinon ils n'allaient pas être des fonctionnaires. Il faut qu'on respecte quand même le choix de quelqu'un d'être entrepreneur. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le fonds commun et les différents les bénéfices que nous voyons et dont nous entendons parler, il n'est pas plus intéressant d'être du ministère de l'économie et des finances que d'être un entrepreneur, par exemple? Non, je ne crois pas. Pour un entrepreneur que je suis, je ne les envie pas, sincèrement. La preuve, ils sont tenus sur un fil. Il suffit que la décision vienne du gouvernement et c'est foutu. Moi, je ne suis pas tenu par ça. On n'a pas le même niveau de responsabilité et je pense qu'ils sont dans leur rôle de fonctionnaire. Et pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend un risque, qui a une vision et qui a une passion qu'il vit. Ça, c'est important pour moi. Et quand je disais que les programmes initiés par nos États n'aboutissent pas, parce que malheureusement, on a mélangé les choses. Ça coûtait quoi à l'État de dire aux banques, faites-moi une proposition de financement ou de création d'un guichet spécialisé pour le financement des jeunes. Moi, je vous mets 20 millions à disposition comme fonds de garantie. Parce qu'en réalité, les jeunes ont un problème de garantie. Ils n'ont pas un problème de financement. Comment garantir le financement qu'ils sollicitent? L'État, à partir de ce moment, met à la disposition des banques un fonds de garantie sur la base d'une offre que les banques vont faire à l'État.
en faveur de l'entrepreneuriat jeune. C'est leur travail. Ces banquiers vivent pour ça. Et je sais que le jeune qui va avoir un projet digne de ce nom et qui va se présenter dans ce guichet spécialisé, le banquier saura l'accompagner. À la limite, à côté, l'État peut mettre encore un dispositif d'accompagnement en termes d'appui conseil. Et là encore, on fait un appel à projet destiné à des consultants installés à leur propre compte, c'est-à-dire des entrepreneurs qui savent ce que c'est que l'entreprise, qui vont postuler pour faire des offres dans le sens d'accompagner ces jeunes qui vont aller dans le guichet spécialisé à la banque grâce à la garantie que l'État va mettre auprès de ces banques-là. Prendre son argent, travailler avec l'accompagnement de ces cabinets. Et l'État, à son niveau, à travers son ministère de la Jeunesse, va passer à la sensibilisation des jeunes pour qu'ils s'inscrivent au projet. Les meilleurs vont passer. Et l'argent sera remboursé. Au moins, si vous êtes sûr d'une chose, que vous n'allez pas prendre l'argent dans une banque sans être remboursé. Absolument. Même si vous disposez d'un fonds de garantie, la banque rentrera dans ces fonds parce que vous avez une obligation de résultat. Passons à cette étape et évaluons. Je suis plus sûr que nous atteindrons des résultats plus probants que les manières de financement que nous voyons aujourd'hui, qui ressemblent plus à de la propagande que vraiment des initiatives d'émergence de jeunes talents entrepreneurs ou de soucis de résoudre le problème de chômage dans nos pays. Est-ce que pour créer son entreprise, le praticien que vous êtes, l'homme d'expérience que vous êtes, vous pensez qu'il est impératif d'avoir un plan d'affaires avant de faire quoi que ce soit? Les gens nous diront que nos grands-parents n'avaient pas de plan d'affaires. Je leur dirais qu'ils en avaient. Ils avaient une vision structurée. Le plan d'affaires n'est rien d'autre qu'une façon de structurer votre vision. Parce que pour faire un plan d'affaires, vous avez 3 niveaux d'études. L'étude de marché, qui est l'évaluation du degré de satisfaction et d'insatisfaction des attentes. Ça, c'est sûr. Donc, on évalue le marché. Il y a des attentes? Oui. Est-ce qu'elles sont satisfaites? Non. Comment est-ce que les gens attendent à ce qu'on satisfasse? Ça, c'est des bons questionnements qu'on se pose quand on est dans une logique de business plan, surtout au niveau de l'étude de marché. Ensuite, il y a le niveau étude technique. Quelles sont les normes? Et enfin, l'étude financière, où on fait les planifications qui aboutissent à des ratios de rentabilité, de solvabilité. Mais à partir de ce moment, vous disposez d'un argumentaire pour convaincre le financier. Le plan d'affaires, c'est un argumentaire structuré pour convaincre. Maintenant, si vous avez la capacité d'avoir cet argumentaire par cœur, tant mieux, comme nos parents le faisaient. Parce qu'ils n'avaient pas cette aptitude d'écrire. Au moins, ils ont développé une autre aptitude qui était de mémoriser. Mais nous, avec nos 1000 problèmes quotidiens, je vous vois mal en train de mémoriser. C'est mieux de l'écrire. Déjà que pour mémoriser un numéro de téléphone, ce n'est pas évident. Ou bien, donc, c'est prendre le soin d'écrire sur papier ce que vous avez réfléchi, ce que vous avez analysé, ce que vous avez observé et ce que vous avez décidé de faire comme stratégie. À partir de ce mois, vous le partagez. On dit que nous sommes dans un monde planétaire. Ça veut dire que si vous n'avez pas ce document écrit et que vous devez solliciter une structure qui n'est pas au Burkina, vous êtes obligé de voyager. Vous imaginez le nombre de fois que vous allez voyager, alors que c'est plus facile d'envoyer un mail que de prendre un avion ou un train. Absolument. Voilà. D'accord. Pour beaucoup de porteurs de projets, et même pour certains chefs d'entreprise, le tout est de créer son entreprise. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont juste intéressées par être appelées responsables, directeurs, PDG et tout. Mais nous savons que ce n'est pas le cas. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez être les aptitudes qu'un chef d'entreprise
doivent développer pour pouvoir maintenir son entreprise et pouvoir travailler dans la pérennisation de cette structure-là? Pour emboîter le pas, je vous dirais que nous sommes dans un quartier qu'on a entre-temps appelé le cimetière de Gunguin. Et malheureusement, ce cimetière a emporté une banque qui était la BND. Beaucoup d'idées, beaucoup de financement, peu de succès. D'où le surnom de la zone industrielle de Gunguin, le cimetière de Gunguin. Ok. Parce que beaucoup d'entreprises sont mortes ici. Et enterrées. Parce qu'elles n'étaient pas suffisamment préparées pour être mises en œuvre. Et il y en a qui ont bien démarré, mais qui n'ont pas eu l'intelligence de se faire entourer par des gens intelligents, motivés et ambitieux. Et comme vous l'avez dit, l'essentiel n'est pas de créer. L'essentiel, c'est de développer, de maintenir le cap. Aujourd'hui, on a des entreprises qui ont 100 ans, qui ont plus de 100 ans. L'essentiel, c'est d'amener nos entreprises à cette durée de vie. Là-dessus, Bill Gates disait, un entrepreneur qui veut réussir ne doit pas avoir peur de se faire entourer par des gens qui sont plus intelligents que lui. Parce que nous sommes dans l'ère du management des intelligences. Ça veut tout dire. Vous êtes entouré par des gens intelligents. C'est important. Motivez-les. Ça, c'est votre rôle. C'est votre rôle de les motiver. Et vous puisez le meilleur d'eux pour le bonheur de votre entreprise. Ça pose le problème du personnel au sein de l'entreprise. Effectivement, le recrutement est un élément décisif. Si vous recrutez quelqu'un qui n'a aucune ambition, vous avez plus de chances de détruire le climat au sein de votre entreprise. Et malheureusement, le mode de recrutement que nous faisons actuellement n'est pas à 80% sûr. Ah oui. Non. Parce que vous faites un entretien, vous observez sur les CV, vous organisez un entretien, à la limite vous faites un test écrit. Si vous êtes plus exigeant, vous allez faire une enquête de moralité. Souvent dans l'urgence, c'est des étapes qu'on brûle. Le monsieur il rentre, on le découvre 3-6 mois après. Quand son contrat est signé. On fait comment? Voilà pourquoi j'ai dit il faut que la personne soit ambitieuse. Une personne ambitieuse se dit, je suis dans cette entreprise, je contribue à la développer. Et dans cette dynamique, je me fais des opportunités de développement et de positionnement professionnel pour moi-même. Ça, c'est quelqu'un d'ambitieux. Lui, vous pouvez lui confier votre entreprise et être sûr que vous êtes dans la même dynamique de réflexion. Mais combien de personnes ont cette réflexion? D'où encore le degré de risque que l'entrepreneur prend. Le degré de risque d'embaucher quelqu'un qui ne connaît ni d'Ève ni d'Adam et de travailler à ce que cette personne puisse s'inscrire dans sa vision. C'est ça aussi l'entrepreneur. Ce n'est pas seulement avoir de l'argent, empocher de l'argent. Et ça, ce stress, il le vit au quotidien. Seul. Il le vit seul. D'où souvent la nécessité pour lui d'avoir un certain confort de vie. Ouais, ben, c'est légitime. C'est légitime. Si vous deviez donner 5 conseils, vous en tant qu'accompagnant d'entreprise, en tant que conseiller, en tant qu'expert et en tant qu'homme de terrain, si vous deviez donner 5 conseils aux porteurs de projets, mais en même temps aux chefs d'entreprise actuels, qu'est-ce que vous leur diriez pour pouvoir pérenniser leur entreprise et permettre en sorte d'atteindre la prospérité? Aux hommes d'affaires, j'ai peu de choses à leur dire aujourd'hui par rapport à l'étape d'évolution de leur entreprise. Certainement que c'est des aptitudes qu'ils ont dû développer au cours de ce processus. Mais aux jeunes qui veulent entreprendre, je leur dirais d'être des visionnaires pour aller au-delà
du commun des mortels, identifier des opportunités et les transformer en business. Et secondo, je leur dirais de s'armer de beaucoup de courage. Parce que l'argent, c'est à la fin du fil. Mais entre vous et l'argent, il y a un itinéraire qu'il faut poursuivre. Et cet itinéraire a des embûches. Vous allez tomber, vous allez vous relever et vous allez continuer. Et cela sera possible si, en troisième position, vous êtes passionné par ce que vous êtes en train de faire. La passion. Et quelqu'un l'a assez bien dit. Lorsque vous travaillez par passion, vous pouvez passer toute votre vie à ne pas travailler. Merci. Ce n'est plus une contrainte. Vous êtes en ce moment dans la séduction. Vous êtes dans l'amusement. Vous ne voyez pas la contrainte. Ni la contrainte temps, ni la contrainte manque de ressources financières, même souvent manque de ressources humaines. Parce que vous êtes passionné. Ça vous comblez ce gap-là avec la passion. Et quatrièmement, je leur dirais de se faire entourer par des gens ambitieux et intelligents. Parce que quand vous êtes souvent passionné, c'est dangereux. Vous êtes seul à vivre votre passion, sans la partager, c'est dangereux. D'où la nécessité de vous faire entourer par des gens ambitieux et intelligents, capables de lire et comprendre cette passion ou cette vision. Et cinquièmement, il faut que vous soyez un grand vendeur. Un grand vendeur. Un grand vendeur, parce que vous serez le premier commercial de votre entreprise. En tant que PDG de la boîte. Vous devez être un grand vendeur. Vous allez vendre l'image, vous allez vendre le produit, vous allez vendre l'entreprise, vous allez vendre le mérite de ceux qui travaillent avec vous, vos collaborateurs. Vous devez être un grand vendeur. Donc vous comprenez que ce cinquième élément qui détermine même la survie de l'entreprise, puisqu'on vend sur un marché, ne peut être soutenu sans passion, sans vision, sans courage. Voilà en 5 points les conseils que je peux donner à quelqu'un qui veut entreprendre. Mais le premier élément que vous proposez m'amène à poser une question. Vous avez parlé de vision, vous avez dit que le porteur de projet doit être capable de voir au-delà de ce que tout le monde voit. Si nous regardons dans notre contexte de l'Afrique de l'Ouest et du Burkina en particulier, si vous regardez les noms des entreprises se ressemblent, les gens font la même chose. Si on repart il y a 2 ou 3 ans, tous ceux qui étaient capables d'avoir 500 000 francs ne voulaient faire qu'un télécentre. Aujourd'hui, on n'a plus de télécentre. Il y a eu la période des cyber. Aujourd'hui, on n'a plus de cyber. Comment est-ce qu'on peut trouver la meilleure idée pour entreprendre? Comment est-ce qu'on peut être capable de voir au-delà des gens pour trouver une idée qui va faire recette et qui va permettre de poser, de positionner une entreprise? En étant un observateur, tout se fait dans l'observation. C'est ce que je dis souvent aux jeunes. La meilleure façon souvent d'observer, si vous pensez que dans votre environnement, vous observez mais vous ne voyez pas, voyagez. Changez de zone. Observez les comportements des gens. Posez les bonnes questions. Vous allez trouver des bonnes réponses. Le bon questionnement. Observez, posez-vous des questions. Posez aux gens des questions. Vous allez vous rendre compte que même si vous êtes dans un secteur saturé, vous aurez cette intelligence d'innover par rapport aux autres. D'innover par rapport aux autres. Et cette innovation, en réalité, c'est tout simplement être capable de répondre aux attentes insatisfaites des gens que vous avez observés. Ils diront que vous avez innové. Vous avez seulement répondu aux attentes insatisfaites que les autres n'ont pas su lire et répondre.
C'est tout simple. Maintenant, c'est pas mal d'entreprendre dans un secteur concurrentiel. Ce qui est dommage, c'est de rentrer dans un secteur très concurrentiel et de ne pas essayer de se créer des avantages concurrentiels. Comme l'innovation, comme la créativité. Et cette innovation ou créativité, ça peut être dans le choix des personnes que vous allez faire au travail. C'est tout. Ça peut être le choix de l'emplacement de votre unité. Ça peut être votre façon de servir le client. C'est ça l'innovation. Ce n'est pas forcément sur le produit. Et de plus en plus, l'analyse du marché est moins focus maintenant sur le produit. Les analyses du marché maintenant se font sur le comportement du consommateur. Absolument. C'est son comportement qui détermine le choix du produit. Nous ne sommes plus à l'ère où on fait l'analyse sur la base des produits. Le produit devient accessoire. Absolument. Et pour preuve, aujourd'hui, les startups, on commence à vendre parfois certaines choses de la startup sans avoir lancé un seul produit. Voilà. C'est sur la base, effectivement, du besoin exprimé et de l'observation. C'est ça. Mesdames et messieurs, pour tous ceux qui se demandent comment faire pour trouver la meilleure idée d'entreprise, comme le dit M. Kanazoué, la chose principale, c'est d'observer autour de vous. Trouver la chose qui marche moins, trouver la chose qui ne marche pas comme il se doit et apporter le plus. Toujours le plus qui va faire la différence. Merci M. Kanazoué. Est-ce qu'il y a une chose, un dernier appel que vous avez envie, que vous voulez lancer à l'endroit des gouvernants, à l'endroit des porteurs de projets et à l'endroit des chefs d'entreprise en conclusion? Ce serait prétentieux pour moi de conclure, mais c'est l'occasion me permet quand même de dire aux gouvernants que la pression sociale est une situation qu'il faut observer de près et trouver une solution rapide et urgente, mais une solution intelligente et pérenne. Quand vous voyez nos universités qui sont pleines, quand on vous dit qu'au concours de la fonction publique, il y a eu près d'1 million de candidats pour moins de 10 000 postes, l'heure est venue de trouver des solutions innovantes pour occuper cette jeunesse, qui est en réalité pour nous un atout. C'est un atout parce que si cette jeunesse est occupée, c'est un marché rentable pour les entreprises. Évitez les slogans, passez à l'action. Ce n'est pas votre rôle de faire du financement. L'argent que vous avez là, constituez des fonds de garantie. Le statut que vous avez de discuter avec d'autres pays, utilisez ce statut pour créer des incubateurs dans les régions qui seront des centres d'émergence des entreprises viables. Et si ça doit être piloté par le ministère de la Jeunesse, contentez-vous de faire de la sensibilisation. N'envoyez pas un fonctionnaire pour former un jeune à l'entrepreneuriat. Parce que s'il était aussi entreprenant, il allait commencer par créer son entreprise que d'aller occuper ce poste que d'autres jeunes veulent. Il y a des gens pour ça. Confiez-leur la tâche. Le rôle des banques, c'est pour financer. Le rôle des cabinets d'études, c'est pour encadrer et conseiller. Chacun gagne son compte et on a des résultats. Maintenant, aux jeunes, je leur dis de mûrir
leurs idées de projet, de mener une réflexion sur leurs propres capacités. En gros, d'avoir d'abord l'intelligence de faire leur propre bilan, de se découvrir avant de faire un choix. Souvent, je leur dis, quand vous faites cette découverte de soi, la deuxième étape, c'est de faire un inventaire de vos relationnels. C'est dans ce relationnel-là que vous allez puiser toute l'énergie pour développer votre entreprise. Et il y a un troisième niveau qui est de se fixer des objectifs mesurables, ambitieux. Mais quand on dit aux gens de se fixer des objectifs, ils ne voient que le volet professionnel. Ils oublient le volet social, ils oublient le volet matériel. Les trois vont ensemble dans la fixation des objectifs. Il faut qu'ils respectent ces trois niveaux-là. Je fais mon bilan, je fais l'inventaire de mes relations pour voir dans mes relations qui sont ceux qui peuvent m'accompagner dans mon processus et les fréquenter et leur faire savoir mon projet. Et si je les identifie, je me fixe des objectifs au niveau social, au niveau professionnel et au niveau matériel. À partir de ce moment, je me mets au travail. Je me mets au travail pour avoir un argumentaire solide que j'ai appelé un business plan ou un plan d'affaires. Parce que je vais convaincre avec cet argumentaire-là que ce que j'ai vu dans ma vision peut être réel dans 10-15 ans. Et dans cette réalité, je pourrais aussi créer à mon tour d'autres richesses et d'autres emplois. Donc à ces deux acteurs-là, voilà ce que j'ai dit. Et à ces jeunes, je dirais encore de toujours se faire accompagner. Ou bien par un parrain, ou bien par un mentor. Pour avoir des conseils. Nous tous, à chaque niveau où nous nous trouvons, on sollicite des conseils, souvent en payant, souvent en l'ayant gratuitement. Mais toujours est-il que ce que nous gagnons gratuitement, c'est toujours un mérite. Parce que nous avons fait le mérite de faire cet inventaire de nos relations. Absolument. Et d'identifier des gens capables de nous accompagner. Et je l'ai déjà dit, les gens n'attendent que vous exprimez des besoins d'accompagnement ou de conseil. Au Burkina, les gens sont généreux. Les gens sont généreux. Et j'ai dit, si même vous n'êtes pas en face des gens généreux, allez-y sur le net, tout est dedans. Acceptez de lire, ne soyez pas des paresseux. Tout est dans la lecture. Voilà un peu ce que j'ai comme message à l'endroit de nos gouvernants et de nos jeunes qui veulent entreprendre. Un message très fort. C'est connu, la meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de l'écrire soi-même. Monsieur Kanazoué l'a dit, on entreprend pour être le maître de son destin. On entreprend pour avoir toutes les clés en main. La dernière chose que je voudrais dire en conclusion, c'est une citation que je souhaiterais partager avec vous. Voyageur, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. Le dommage est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attendent à ce qui est un chemin préfet. En entrepreneur, ça ne va jamais arriver. Parce que même la veille, vous ne pouvez pas être capable de deviner si votre idée ou votre projet va marcher. Un dernier appel, commencez maintenant. N'attendez pas demain. Merci, bonne soirée. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Kanazoué. Merci, et à monsieur. très bientôt.